Salut! Hyper content de te retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va nous permettre d'introduire un sujet fondamental. Fondamental parce que c'est peut-être le pilier le plus important que tu dois respecter aujourd'hui. Important pour tes niveaux d'énergie, important pour te transformer physiquement, important pour ta santé, important pour ta longévité. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du sommeil. Le sommeil, c'est pas juste un moment que tu as l'impression de perdre finalement parce que t'es pas en train de faire quelque chose. C'est pas le truc qu'il faut repousser le plus tard possible le soir pour avoir l'impression de profiter de sa soirée. Le sommeil, c'est un processus biologique qui est complexe, mais qui est fondamental si tu veux performer au quotidien. Aujourd'hui, on va introduire le chapitre. Je vais t'expliquer un certain nombre de fondamentaux. On va parler notamment de sommeil profond, de sommeil paradoxal, pour qu'on ait déjà quelques notions de base. Et on va voir tout au long de cette formation sur ce sujet-là, quelles sont les choses que tu peux mettre en place, les routines que tu peux mettre en place pour optimiser ton sommeil. Parce que c'est finalement ça qui est important. Aujourd'hui, très souvent, quand je démarre un coaching VIP, le point le plus compliqué pour les personnes que j'accompagne, c'est le sommeil. Tendance à se coucher tard, à se lever tôt pour pouvoir aller travailler, un sommeil qui peut être perturbé la nuit à cause, par exemple, du stress, à cause des choix qu'on peut faire dans la journée qui viennent perturber le sommeil. Et finalement, cette incapacité à avoir un sommeil suffisamment long et récupérateur. Donc, chapitre hyper important que l'on débute aujourd'hui. Pourquoi le sommeil, c'est crucial? Pourquoi ce cours, il est finalement essentiel? Il faut bien comprendre que le sommeil, c'est pas juste finalement un moment où ton cerveau déconnecte, un moment où il fait off, et puis quelques heures plus tard, il va revenir en position on pour que tu puisses débuter une nouvelle journée de travail. Non, en fait, le cerveau, la nuit, il orchestre toute une symphonie qui va permettre finalement à ton corps de se régénérer. Il va accomplir un certain nombre de fonctions vitales qui vont s'opérer nuit après nuit. Quelles sont ces grandes fonctions opérées par le sommeil pendant que tu dors? La première fonction, c'est de réparer ton corps. Tout au long de la journée, ton corps, tu vas quelque part l'agresser. Tu vas lui demander de faire des efforts qui vont lui demander finalement une énergie importante et qui vont demander à ton corps un moment de récupération pour pouvoir recommencer à renouveler cet effort-là. Je te donne un exemple très concret. Quand tu fais du sport, quand tu fais de la musculation par exemple, tu vas quelque part mettre en difficulté ton corps en lui demandant de faire un effort inhabituel. Tu vas lui demander de soulever lourd, tu vas lui demander de faire un nombre de répétitions qui vont te demander des efforts importants. Ton corps, il est intelligent. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, l'effort qu'il me demande de faire aujourd'hui, il est important et je vais essayer, moi, d'optimiser finalement la réponse que j'apporte à cet effort-là pour que la prochaine fois, cet effort, j'arrive à le réaliser plus sereinement. Et ce qui va faire ton corps, du coup, c'est que la nuit, il va se régénérer. Donc se régénérer, ça peut être, si on parle de musculation, c'est créer du tissu musculaire supplémentaire pour pouvoir être plus fort la fois d'après quand tu lui demanderas de faire une nouvelle séance de musculation. Donc ton corps, la nuit, finalement, il se répare, il se renforce. Il régénère ses cellules, il régénère ses tissus, même ta peau par exemple, la peau que tu as agressée toute la journée avec la pollution, avec la lumière, avec le stress, avec les produits que tu mets sur ta peau, et ben ta peau va se régénérer la nuit. Ça, c'est la première fonction du sommeil.
La deuxième fonction du sommeil, c'est le fait de stabiliser tes émotions. Toutes les émotions que tu as tout au long de la journée, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont finalement traitées et régulées par ton cerveau la nuit. D'accord? Toutes les expériences que tu as vécues dans la journée, ton cerveau va les retraiter tout au long de la nuit. Le cerveau va également réguler ton métabolisme. Qu'est-ce que j'entends par réguler ton métabolisme? Pendant la nuit, tu vas sécréter des hormones à différents moments de la nuit qui vont te permettre de contrôler plus facilement ta faim, qui vont te permettre de contrôler ton poids, qui vont te permettre de contrôler ton énergie, qui vont te permettre d'être plus performant sexuellement. Toutes ces hormones, elles se génèrent tout au long de la nuit, plus particulièrement d'ailleurs dans la première partie de la nuit. Si tu veux que ton métabolisme fonctionne correctement, eh bien, il est important que ces hormones soient sécrétées comme elles sont censées être sécrétées tout au long de la nuit. Si ton sommeil est non qualitatif, ce qui va se passer, c'est que cette régulation hormonale ne va pas s'opérer correctement et tu vas te retrouver avec un métabolisme qui va fonctionner à l'envers. Au lieu d'avoir un contrôle de la faim, tu vas te retrouver finalement à avoir faim de manière exagérée. Et du coup, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as dû sans doute tester par toi-même sur des expériences de ta vie passée. Moi, ça a été mon cas également. Quand tu passes une très courte nuit de sommeil, donc quand je dis très courte, c'est par exemple, tu vas dormir, je sais pas, par exemple 4 heures parce que tu t'es couché très tard, tu as fait la fête et le lendemain, tu dois te lever. Bah, généralement, tout au long de la journée suivante, non seulement tu as l'impression d'être sans énergie, donc la nuit, tu t'es pas finalement réparé comme tu aurais dû, mais aussi tu vas te retrouver avec des sensations de faim. Tu vas te retrouver à avoir envie finalement de manger du sucre, de manger des cochonneries. Pourquoi? Parce que ton corps n'a pas pu réguler son système hormonal comme il aurait dû le faire. Pendant la nuit, ton cerveau, ton corps va aussi travailler sur ce qu'on appelle le nettoyage des neurones. En fait, l'idée, ça va être d'éliminer toutes les toxines que tu as pu accumuler tout au long de la journée dans ton cerveau pour pouvoir repartir avec un cerveau en pleine clarté mentale. La nuit, c'est également là que va travailler ta mémoire, que va se renforcer ta mémoire, que va se faire finalement la consolidation de tes apprentissages. Quand tu apprends un nouveau cours, quand tu apprends une nouvelle langue, quand tu des nouveaux apprentissages de manière générale, eh bien c'est la nuit que ton cerveau consolide tout ça, qu'il va garder en mémoire ce qui lui semble essentiel pour que tu puisses l'utiliser à bon escient par la suite. D'accord? Et inversement, c'est la nuit aussi que ton cerveau va supprimer de ta mémoire ce qui lui semble moins essentiel. Typiquement, tu vois, si sur ta capacité d'apprentissage, par exemple, des langues vivantes, d'une nouvelle langue vivante, quelque chose que tu vas pratiquer de manière régulière va te permettre, à force de renforcer ta mémoire pendant la nuit, d'être de plus en plus à l'aise dans la communication dans cette nouvelle langue. Inversement, si tu as tendance à en faire de moins en moins, à utiliser de moins en moins cette langue, tu vas te retrouver à avoir plus de difficultés à pouvoir utiliser des mots qui te semblaient pourtant instinctifs précédemment. D'accord? Donc, c'est la nuit que s'opère finalement la régulation également de ta mémoire. Et c'est la nuit que se renforce ton système immunitaire, que se renforcent tes défenses contre les maladies. Donc c'est important aussi quand tu es malade de bien dormir pour pouvoir, entre guillemets, combattre les microbes. D'accord? Donc ça, c'est déjà 6 fonctions essentielles de ton organisme au moment où il dort. Donc le sommeil, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est pas un état de on-off. Il ne s'agit pas de dire que la nuit, finalement, le cerveau se met en veille et que le matin, il va se réactiver pour une nouvelle journée. Non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cerveau, la nuit, en fait, il est vraiment dans une phase d'activité qui est intense
et qui est orchestré. Je reviendrai un peu plus tard sur ce cours-là, sur la notion d'orchestration. Mais vraiment, faut bien comprendre en tout cas qu'il y a une activité intense, et ce n'est pas parce que tu es allongé dans ton lit avec cette sensation de ne rien faire, entre guillemets, qu'il ne se passe rien. Au contraire, il se passe plein de choses. Pendant que tu dors, ton cerveau, il va rester, encore une fois, hyper actif. Il va accomplir des tâches, notamment celles que j'évoquais précédemment, qu'il considère comme étant essentielles et qu'il ne peut pas réaliser pendant que tu es éveillé, parce qu'en fait, quand tu es éveillé, il va se concentrer sur d'autres choses. Si tu es, par exemple, en train de travailler, il va faire en sorte de te mettre tous les moyens que tu peux y mettre à ta disposition pour que tu puisses travailler de manière productive. Quand tu es en train de faire une séance de sport, il va mettre tous les moyens à disposition, notamment toute l'énergie qu'il te faut pour pouvoir faire une séance de sport de manière efficace. Du coup, il ne peut pas faire tout ce travail-là à côté, parce que ce serait demander finalement trop d'énergie à côté, alors qu'il est déjà en train de solliciter cette énergie pour cette fonction principale qu'il opère pendant la journée. Donc la nuit, par contre, quand là tu dors et qu'il n'a pas besoin de mettre des ressources à disposition pour réaliser les actions que tu lui demandes de réaliser, là, il peut opérer sur le travail de régénération, de mémorisation, de consolidation, etc. etc. Donc c'est une orchestration qui est complexe. Quand tu regardes le travail du cerveau, c'est une analyse qu'on peut faire en laboratoire, quand tu regardes le travail du cerveau pour voir ce qui s'opère la nuit, tu vois qu'en fait il y a plein de zones cérébrales qui montent et qui descendent en activité selon les phases de sommeil de la nuit. C'est hyper intéressant. Et tu vas voir que y a des réseaux neuronaux qui se réorganisent, qui se renforcent pour revenir de manière plus performante le lendemain. C'est un processus qui est vraiment hyper intéressant à regarder. Le sommeil. Pour comprendre déjà comment ça fonctionne. Déjà là, je pense que tu vas apprendre quelques trucs. Ton sommeil, il est contrôlé par deux systèmes biologiques qui sont différents, mais qui sont complémentaires et qui permettent, en travaillant ensemble, de réguler ton cycle à la fois d'éveil et de sommeil. Le premier système, c'est ce qu'on appelle la pression de sommeil. Ça, je pense que la plupart des personnes qui m'écoutent aujourd'hui n'en ont jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est que la pression de sommeil ? La pression de sommeil, elle fonctionne sur la base d'une hormone qu'on appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule qui s'accumule progressivement dans ton cerveau tout au long de la journée. D'accord ? Plus tu restes éveillé, plus l'adénosine va s'accumuler tout au long de la journée et en s'accumulant, va exercer une pression. C'est ce qu'on appelle la pression de sommeil. D'accord ? Chaque heure où tu es éveillé, cette pression va augmenter parce que la concentration en adénosine augmente. Cette accumulation va entraîner progressivement une envie de plus en plus importante de dormir. Plus la pression est importante, plus tu vas avoir envie de dormir. Et là où c'est intéressant, et je fais une petite parenthèse avec le café, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de questionnements par rapport au café, savoir si on doit boire du café, à quelle heure on doit arrêter de boire du café, est-ce qu'il est bon de boire du café, etc. Pour comprendre pourquoi on parle du café. Le café, et donc plus particulièrement la caféine, a la particularité de bloquer les récepteurs A1 et A2A de cette molécule qu'on appelle l'adénosine. Le problème, du coup, c'est qu'en bloquant ces récepteurs de l'adénosine, l'adénosine ne peut pas, l'adénosine n'est plus identifiée, elle est masquée en fait quelque part, elle est masquée, elle devient invisible pour ton corps, pour ton cerveau, et du coup, elle ne peut plus effectuer sa fonction principale ici, qui est d'exercer une pression qui indique à ton corps qu'il est temps de s'endormir. D'accord ? Du coup, quand tu te retrouves à boire un café, quand tu sais que le café va mettre potentiellement, en fonction des personnes, entre 6 et 12 heures pour être éliminé, tu vas te retrouver avec le café que tu as bu peut-être à 14 heures, qui va encore impacter
sur ta pression de sommeil en soirée. Et du coup, au lieu d'avoir cette envie de dormir, et ben cette envie de dormir va être masquée par la dose de caféine que tu as bu dans la journée. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une notion à comprendre. La pression de sommeil, c'est l'accumulation d'adénosine qui te donne envie de dormir, adénosine que tu peux masquer si tu bois de la caféine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième système qui régule ton sommeil, dont tu as peut-être cette fois-ci plus entendu parler, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Qu'est-ce que c'est que le rythme circadien? En fait, c'est une sorte d'horloge interne, d'accord, que ton cerveau possède, qui se régule sur environ 24 heures. C'est une horloge biologique qui est située dans ton cerveau, au niveau d'un noyau qu'on appelle le niveau suprachiasmatique. D'accord? C'est un cycle de 24 heures qui en fait est régulé par l'exposition à la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps, en fait, il est fait depuis la nuit des temps pour se réveiller avec la lumière et pour s'endormir quand il fait noir. C'est aussi basique que ça. D'accord? À comprendre que les premiers hommes, quand ils sont arrivés sur Terre, ils n'avaient pas le petit réveil matin pour se réveiller le matin. Ils dormaient quand il faisait nuit, ils se réveillaient quand il faisait jour. En fait, ton corps, il est prévu pour fonctionner comme ça. Alors après, on a tous ce qu'on appelle un chronotype différent, c'est-à-dire que on va peut-être être un peu plus du matin ou un peu plus du soir, donc avoir une capacité plutôt à se lever un peu plus tôt le matin ou à se coucher un peu plus tard le soir, parce qu'on est sensiblement différent par rapport à ce rythme circadien, mais la base quand même, c'est de dire on est censé être réveillé le jour et dormir la nuit. Donc, petite parenthèse, c'est pour ça aussi que tout le travail qu'on peut faire, notamment dans les usines de production, en faisant travailler la nuit des ouvriers pour continuer à produire 24 heures sur 24, c'est une hérésie complète en termes de santé. D'accord? Le corps humain n'est pas fait pour travailler la nuit et pour dormir le jour. Parenthèse fermée. Donc le rythme circadien, il se régule comme ça. Tu travailles le matin avec la lumière, tu t'endors le soir avec, la nuit qui tombe. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des hormones qui fonctionnent comme ça. Le matin, quand tu vas t'exposer à la lumière, tu vas avoir toutes les hormones qui t'apportent de l'énergie qui vont s'activer. D'accord? Le cortisol va s'activer, par exemple, ça va te mettre en énergie pour pouvoir t'activer. Et inversement, le soir, avec la tombée de la nuit, tu vas produire ce qu'on appelle de la mélatonine, qu'on appelle souvent l'hormone du sommeil, qui est l'hormone qui va te donner envie de dormir. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur le fonctionnement exact du rythme circadien, parce que c'est quelque chose qui est important, parce que ça influence ton énergie, ça influence tes températures corporelles, ça influence plein de choses. Mais déjà, pour comprendre ce principe-là, donc, ton sommeil, il est régulé par deux principes, la pression de sommeil et le rythme circadien. Comme d'habitude, je te mets plein d'études qui en attestent, je mets les références ici, tu peux télécharger et aller consulter les études directement sur l'académie. Si on parle un petit peu plus des cycles du sommeil, donc une nuit de sommeil, clairement, c'est pas quelque chose de linéaire, d'accord? En fait, une nuit de sommeil, c'est composé de ce qu'on appelle des cycles de sommeil. Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes, donc 1 heure et demie. Et chaque cycle va se répéter un certain nombre de fois tout au long de la nuit en fonction du nombre d'heures où tu dors. D'accord? Si tu dors 6 heures, par exemple, ça fait 4 fois 90 minutes, tu vas avoir 4 cycles de sommeil. Si tu dors 8 heures, tu seras peut-être plus à 5 cycles de sommeil. Tu vois, ça dépend vraiment finalement de ta durée totale de sommeil. Donc tu as entre 4 et 6 cycles de sommeil successifs qui se répètent tout au long de la nuit. Sur chaque cycle, tu as deux grandes catégories de sommeil qui s'alternent. Tu as ce qu'on appelle le sommeil lent, qu'on appelle aussi souvent le sommeil profond, et tu as
le sommeil paradoxal. D'accord? Je vais détailler un petit peu ces deux types de sommeil par la suite, mais si on essaie déjà de dire brièvement ce que c'est ici, le sommeil lent, c'est globalement le sommeil pendant lequel ton corps va récupérer et se réparer. D'accord? Donc c'est fondamental pour la réparation de ton corps. Et le sommeil paradoxal, c'est plutôt la période de sommeil pendant laquelle tu vas rêver. Tu vas rêver de manière assez intense, tu vas avoir une grosse activité cérébrale. C'est la phase vraiment où s'opère tout ce qui est traitement de l'émotion et de la créativité. Hyper important pour pouvoir maximiser son temps de sommeil profond, de se coucher tôt. Pourquoi? Parce que, et ça on le voit chez tout le monde, peu importe le rythme circadien de la personne, les phases de sommeil profond les plus importantes vont plutôt s'opérer au début de la nuit. Parce que ton corps, en priorité, va chercher tout simplement à se réparer. Parce que se réparer, c'est tout simplement gage de santé, gage de longévité. Donc, si tu veux un corps en pleine santé, hyper important de se coucher tôt. Clairement, si tu as tendance à te coucher après minuit, tu vas pouvoir constater que tu auras beaucoup moins de sommeil profond et que l'essentiel de ton sommeil sera plutôt un sommeil paradoxal ou un sommeil léger. On va détailler ces différents types de sommeil. Donc le sommeil lent. Déjà, le sommeil lent, il faut comprendre que, parce qu'on parle souvent que de sommeil lent, le sommeil lent, il se décompose en fait en 3 étapes, en 3 stades successifs. Ces 3 stades vont s'enchaîner les uns après les autres et vont représenter finalement un certain ralentissement progressif de ton activité cérébrale. La première phase, le premier stade N1, c'est ce qu'on appelle le stade de transition. Pendant ce stade-là, tu es encore sur un sommeil vraiment léger, de courte durée. En fait, tu peux être réveillé facilement au moindre bruit que tu vas entendre, au moindre son, à la moindre image. Quelque part, tu es en train de te détendre. Voilà, tu te mets en situation pour pouvoir dormir. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, le stade N2, c'est ce qu'on appelle le sommeil léger. Le sommeil léger, pendant le sommeil léger, tu vas avoir finalement ce qu'on appelle des ondes cérébrales qui vont venir protéger ton cerveau pour faire en sorte que ton cerveau ne vienne pas se réveiller et que du coup, il puisse faire son travail correctement de consolidation, de réparation, etc., etc. Donc l'idée ici, c'est de se mettre dans un cocon parfait pour faciliter le sommeil profond. Donc là, tu es entre les deux. Tu n'es pas encore en sommeil profond, tu es dans une étape où tu vas te mettre finalement dans ce cocon. Le sommeil léger représente la partie la plus importante de ton sommeil total. Si tu utilises aujourd'hui un tracker, que ce soit une montre, que ce soit une bague, pour essayer de suivre un peu ton sommeil, tu vas pouvoir constater que le sommeil léger représente la très grande majorité de ton sommeil. Environ 50% de ton sommeil sera du sommeil léger. Ça peut potentiellement même être plus si, pour différentes raisons qu'on pourra évoquer un peu plus tard, ton sommeil profond n'est pas suffisamment présent. Tu peux te retrouver avec un sommeil léger qui va représenter 80% de ta nuit. Et tu vas te retrouver le matin à te réveiller avec l'impression finalement d'être sans énergie, d'être fatigué. C'est parce que tout simplement ton corps n'est pas rentré assez loin dans le sommeil lent pour atteindre cette phase vraiment importante de sommeil profond. Donc le sommeil profond, c'est le 3e stade, c'est le stade ultime, c'est vraiment le niveau qu'il faut chercher à atteindre. Donc c'est le stade, on disait, où ton corps va venir récupérer physiquement, va venir se réparer, là où tu vas renforcer ton système immunitaire, là où tu vas venir consolider tes connaissances, ta mémoire. Vraiment, c'est le moment vraiment crucial de la nuit. Ce sommeil profond,
il va représenter grosso modo 20-25% de la durée de ton sommeil total. D'accord? Donc si tu dors, tu arrives vraiment à dormir 8 heures, ça peut représenter environ 2 heures de sommeil. La difficulté, c'est que si tu dors peu, par exemple tu dors 6 heures, voire moins, déjà 6 heures, si tu fais un ratio de 20% sur 6 heures, bah déjà on n'est plus que à 1h30. Si en plus tu as tendance à te coucher tard, alors qu'on a dit que le sommeil profond intervenait plutôt en début de nuit, bah peut-être qu'au lieu d'avoir 1h30 de sommeil profond, tu vas te retrouver avec, je sais pas, 3/4 d'heure de sommeil profond. Et pour peu que tu aies fait un certain nombre de mauvais choix dans ta journée, tu as bu de l'alcool, tu as mangé un repas très copieux le soir, tu t'es endormi avec, je sais pas, en regardant un film qui t'a mis dans un état de stress, tu t'endors dans un non-confort, par exemple, tu as du bruit, tu as peut-être une lumière qui te gêne, tu as une température trop élevée dans ta chambre, etc. Ben, tout ça cumulé fait que tu peux tout à fait te retrouver avec des nuits de sommeil qui sont très très faibles en sommeil profond. Il est tout à fait possible que tu fasses une nuit avec un quart d'heure de sommeil profond. Et tu te retrouves à te réveiller le matin en ayant vraiment cette impression, quelque part, de ne pas avoir dormi. D'accord? Donc le sommeil profond est crucial. Donc, quand on parle de sommeil, ce qu'il faut bien comprendre derrière tout ça, finalement, c'est un peu ce qu'on commence à aborder ici, c'est qu'au-delà de la quantité de sommeil, la qualité du sommeil, donc la quantité finalement de sommeil profond que tu vas avoir, est cruciale. Derrière le sommeil lent, on va avoir ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Donc le sommeil paradoxal, c'est un moment de la nuit où ton cerveau il se retrouve à être hyperactif, alors que, c'est pour ça qu'on dit paradoxal, alors que paradoxalement, ton corps, lui, il est complètement inerte, complètement paralysé. Donc ton cerveau, il est au taquet, alors que ton corps ne bouge absolument plus. Si on regarde un peu les caractéristiques de ce stade de sommeil, on va voir une activité cérébrale qui est très élevée, comme si finalement tu étais éveillé, comme dans ta journée. Tu vas voir ce qu'on appelle une atonie, c'est-à-dire une paralysie musculaire. En fait, d'ailleurs, tu as peut-être déjà eu cette sensation quand tu dormais d'avoir l'impression de ne pas pouvoir bouger, d'être un peu comme paralysé dans ton lit. Ben, c'est ça. C'est cette étape de sommeil paradoxal. Tu vas te retrouver également avec des mouvements oculaires rapides, d'où le nom. Le sommeil paradoxal s'appelle également REM parce que c'est l'acronyme anglais de mouvement oculaire rapide. Tu vas avoir une respiration qui est irrégulière, un rythme cardiaque qui est irrégulier, et tu vas avoir pendant cette période-là des rêves qui vont se retrouver, qui vont être hyper intenses, parfois hyper réalistes, avec beaucoup d'émotions. D'accord? Donc ça, ce sont les caractéristiques du rêve, du sommeil paradoxal. La question c'est à quoi ça sert? On a vu à quoi servait le sommeil profond, à quoi sert cette phase de sommeil paradoxal? La phase de sommeil paradoxal va servir à réguler émotionnellement ton organisme, ton cerveau. Donc c'est traiter finalement des expériences émotionnelles que tu as pu avoir dans ta journée, des stress que tu as pu avoir dans ta journée, que ce soit lié au pro ou au perso, qui sont difficiles, et ton cerveau va réguler ces émotions-là. La deuxième fonction, c'est une fonction de créativité. C'est pendant la nuit, quelque part, que tu vas faire le lien entre différentes choses, différentes connaissances, et que tu vas peut-être te réveiller le matin avec une idée, ça y est, tu vois, tu t'es couché avec des questions, et tu te réveilles le matin avec des réponses, avec l'esprit clair, ça t'est forcément aussi déjà arrivé, c'est ta phase de sommeil paradoxal qui permet d'atteindre cela. Ça va consolider également ta mémoire, donc toutes tes compétences, tous les automatismes que tu vas acquérir. Et puis, ça va te permettre aussi de résoudre
des problèmes, de par notamment justement cette capacité à être créatif. D'accord? Donc on est vraiment sur deux choses distinctes, mais qui sont finalement toutes les deux hyper importantes. On a besoin tout autant finalement du sommeil paradoxal que du sommeil profond. Et le sommeil paradoxal, en termes de durée, comme pour le sommeil profond, va représenter 20-25% de ta nuit. Si ce n'est que si tu te couches tard, comme je le disais précédemment, tu te retrouveras peut-être avec 15 minutes, si je garde mon exemple de tout à l'heure, de sommeil profond, mais pour autant 1 heure et demie de sommeil paradoxal que tu auras réussi à avoir sur la deuxième partie de ta nuit. Donc comment la nuit est organisée? Comme je le disais, la distribution entre le sommeil profond et le sommeil paradoxal, elle n'est pas uniforme tout au long de la nuit. La stratégie de ton cerveau est la suivante. En début de nuit, il va mettre en priorité une proportion très élevée de sommeil profond. Parce que il est important pour ton organisme de se réparer pour pouvoir tout simplement être en santé, pour pouvoir répondre aux exigences que tu lui imposes au quotidien, pour pouvoir vivre longtemps. Donc c'est la première étape, il le met en début de la nuit. Donc ça veut dire récupération musculaire et tissulaire, la production de l'hormone de croissance, donc qui va permettre notamment de prendre de la masse musculaire. Ça veut dire renforcer ton système immunitaire pour être plus endurant face aux maladies, consolider ta mémoire. Donc, comme je le disais précédemment, vu que ça intervient plutôt en début de nuit, si tu te couches tard, tu perds finalement ce rôle indispensable du sommeil profond. Et plutôt sur la deuxième partie de nuit, tu rentres dans le sommeil paradoxal, donc avec des rêves intenses, avec la régulation émotionnelle, avec cette notion de créativité et de consolidation des compétences. Si tu élèves tôt, à la différence du couche-tard, peut-être que là, du coup, tu auras moins de sommeil paradoxal. Tu vois, si je garde l'exemple de la personne qui travaille à l'usine, qui va peut-être se lever à 4 heures du matin pour aller travailler, et ben cette personne-là, peut-être qu'elle aura plus de sommeil profond, mais moins de sommeil paradoxal. Les deux, encore une fois, sont hyper importants. Le cerveau, et je te mets plusieurs études juste en dessous pour étayer tout ça, pour que tu puisses aller checker un petit peu. Ce qui est important de comprendre au-delà de ce qu'on est en train de se dire aussi, c'est que le cerveau, il va se nettoyer pendant que tu es en phase de sommeil profond. Là, on a une étude, je te mets le lien en dessous, une étude de 2013 qui montre que pendant la phase de sommeil profond, tu vas avoir l'espace entre tes neurones, donc les neurones de ton cerveau, qui se dilatent d'environ 60%. Et cette dilatation, elle va permettre au liquide céphalorachidien de circuler et de venir évacuer tous les déchets métaboliques qui ont pu s'accumuler dans ton cerveau tout au long de la journée. Donc on a quelque part un grand nettoyage qui se fait au Karcher, grand nettoyage de printemps, qui s'opère pendant la phase de sommeil profond. Qu'est-ce qui est éliminé pendant cette phase de sommeil profond? On va éliminer une protéine qui s'appelle la protéine bêta-amyloïde, qui est une protéine qui est impliquée dans la maladie d'Alzheimer. On va éliminer également la protéine Tau, qui, elle, est liée plutôt aux démences. On va éliminer tout ce qui est métabolites toxiques, donc qui sont liés simplement à ton activité neuronale. Et on va éliminer bien évidemment tous les déchets cellulaires. D'accord ? Donc hyper important pour la santé de ton cerveau, et même quand on parle du coup de maladies dégénératives, eh bien d'avoir un sommeil de qualité avec une belle phase de sommeil profond. Conséquence du coup de ne pas avoir cette régulation, de ne pas avoir ce nettoyage, eh bien tu vas avoir des toxines qui vont s'accumuler dans ton cerveau. Du coup, risque accru de maladies dégénératives. Tu vas avoir moins de clarté mentale, un déclin cognitif. Et puis tu vas te retrouver finalement avec une inflammation chronique au niveau du cerveau
et on l'a vu dès les premiers chapitres sur les fondamentaux, eh bien l'inflammation est source de maladies dégénératives, de maladies métaboliques. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter autant que possible. D'accord? Donc le cerveau se nettoie pendant la phase de sommeil profond. Quand on parle de sommeil, on parle de rêve. Également la nuit tu rêves. Et finalement, à quoi ça sert? À quoi ça sert de rêver? Déjà, bien comprendre que les rêves, ils s'opèrent essentiellement pendant la phase de sommeil paradoxal. D'accord? C'est pas quelque part ton cerveau qui part dans tous les sens. Ça a une vraie fonction, une vraie utilité qui vont permettre à ton cerveau d'assurer finalement l'essentiel d'un point de vue physiologique et neurologique pour se mettre en pleine capacité. Qu'est-ce que j'appelle l'essentiel? C'est trois choses essentiellement. C'est la désensibilisation émotionnelle. Donc, tes rêves, en fait, ils te permettent de revivre des expériences que tu as vécues dans ta journée, d'accord? Mais dans un environnement qui est safe, pour le coup, où tu vas, déjà, souvent même d'ailleurs, tu vas revivre peut-être avec une issue différente, ce que tu as vraiment vécu. Par exemple, un conflit que tu as pu avoir avec quelqu'un et tu le revis différemment la nuit en essayant peut-être d'avoir une fin plus heureuse. Une compétition où tu as été peut-être un peu déçu du résultat et tu vas rejouer un petit peu la fin. Ou inversement, tu peux te projeter sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé en te mettant dans le rôle de la personne qui réussit. En tout cas, c'est quelque chose de positif. C'est quelque part comme une thérapie qui est gratuite, qui est naturelle et qui va t'aider finalement à traiter tes émotions pour que tu ne te laisses pas submerger par celle-ci. La deuxième fonction importante, c'est la mémoire, c'est l'intégration de la mémoire. Donc, durant les rêves, ton cerveau il va relier des nouvelles informations à des connaissances que tu as déjà. On parlait tout à l'heure de l'exemple des nouvelles langues vivantes que tu peux apprendre. Eh bien, c'est exactement ça. Ton cerveau crée des associations, il construit des schémas mentaux. C'est pendant cette étape-là que s'opère la mémorisation. D'accord? La mémorisation, pour ton cerveau, c'est juste de l'organisation, c'est juste de la compartimentation. Tu prends les dockers sur les ports, tu prends les, euh, les, les- le stockage qui peut s'opérer, on est exactement sur ça. On est exactement sur ça. Ton cerveau il compartimente pour pouvoir aller rechercher l'information qui lui sera utile par la suite. Et puis, ça a une fonction, je disais tout à l'heure, de créativité, de résolution de problèmes. Pendant pendant la nuit, ton cerveau, il va faire des liens, il va faire des connexions qui, euh, qui peuvent être inattendues, des connexions que tu n'arrives pas forcément à faire la journée. Alors, peut-être que tu te mets activement à la recherche de solutions, finalement, c'est la nuit que ces solutions vont venir comme ça, presque, comme on dit, instinctivement, comme par magie, sans vraiment le vouloir. C'est la nuit, voilà, que ces connexions s'opèrent. D'ailleurs, on a des découvertes, on a des créations artistiques qui ont été faites comme ça la nuit, complètement. On a le tableau périodique, pas forcément entendu parler si tu as été à l'école, qui a été créé comme ça la nuit. On a la chanson de Paul McCartney, Yesterday, qui a été créée comme ça aussi la nuit. Voilà, le cerveau, il a cette super capacité à créer, à résoudre des problèmes pendant que tu dors. Là encore, je te mets des références scientifiques qui attestent de tout ce que je suis en train de te dire. Pourquoi le sommeil, finalement, il est vital pour ton corps? Pourquoi tu as besoin absolument d'avoir tes, euh, tes 7 à 8 heures de sommeil par nuit? Pourquoi, si tu dors moins de 6 heures par nuit, c'est insuffisant? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu dors trop peu, pour moi, trop peu, c'est moins de 6 heures par nuit, ça va très rapidement, et quand je dis très rapidement, c'est en moins d'une semaine,
ça va enclencher déjà des changements au sein de ton corps, des changements métaboliques majeurs. Premier changement métabolique, tu vas avoir une résistance à l'insuline qui va venir. On a vu sur les fondamentaux à quel point il était important d'être sensible à l'insuline. Eh bien, si tu dors trop peu, tu deviens résistant à l'insuline. On a des études, là encore, qui le montrent, qui disent qu'après seulement 7 jours de privation modérée de sommeil, donc c'est ça, c'est moins de 6 heures par nuit, ton corps devient il entre dans un état prédiabétique. D'accord? C'est qu'il a finalement une moins bonne réponse, tes cellules ont une moins bonne réponse quand entre le glucose dans le sang. D'accord? Ton pic de glycémie, finalement, ne va pas envoyer une réaction insulinique telle qu'attendue. Donc on est vraiment sur, si ça vient perdurer trop longtemps, sur un risque d'entrer derrière sur un diabète de type 2. D'accord? Donc hyper important pour la résistance à l'insuline, la sensibilité à l'insuline, d'avoir une nuit de sommeil suffisante. Deuxième chose, quand on parle d'hormones, c'est la testostérone. Encore une fois, je te mets une donnée statistique qui est montrée par les études. Une semaine de 5 heures de sommeil par nuit réduit la testostérone de 10 à 15%, 10 à 15%, ce qui équivaut à un vieillissement de 10 à 15 ans. Donc c'est pas rien. Forcément, ça va impacter tes niveaux d'énergie, ça va impacter tes performances à la salle, ça va impacter ta capacité à prendre de la masse musculaire, ça va impacter aussi ta libido. D'accord? Donc, hyper important de bien dormir pour avoir une testo au taquet naturellement. Troisième point, quand on parle de perte de poids, c'est quelque chose qu'on évoque très souvent, mais si tu dors insuffisamment, tu vas avoir deux hormones qui vont entrer en jeu. Tu vas avoir d'un côté la gréline, qui est ce qu'on appelle l'hormone de la faim, et la gréline, elle va augmenter. Donc tu vas avoir finalement le lendemain l'impression d'avoir plus faim que d'habitude. Et inversement, on va avoir la leptine, qui est l'hormone de la satiété, qui va diminuer. Donc les deux augmentent et diminuent respectivement d'environ 15%. Et du coup, tu vas te retrouver à avoir plus faim, et quand tu vas manger des choses, tu auras l'impression de ne pas être rassasié, d'avoir besoin d'en manger plus. Et en plus, tu vas avoir envie de manger plus gras, plus sucré. Donc autant dire que pour perdre du poids, perdre du gras, c'est clairement pas une bonne idée. Et dernier point, c'est ton système immunitaire qui va être affaibli. Là encore, une étude qui le montre, le manque de sommeil réduit l'activité des cellules NK, qui sont ce qu'on appelle les natural killers, de 70%. Donc ces cellules immunitaires qui viennent quelque part détruire les cellules malsaines, donc les cellules cancéreuses, les virus, etc. Eh bien, cette activité s'en trouve fortement réduite. 70%. C'est colossal. Donc, clairement, si tu es malade, tu récupéreras beaucoup moins vite si tu dors peu. Et tu risques aussi, tout simplement, si tu dors peu, de tomber plus facilement malade. Donc, hyper important d'avoir un système immunitaire qui est fort pour ne pas être malade, pour récupérer plus rapidement. Et ça passe là aussi par un sommeil de qualité. D'accord? Voilà pourquoi, déjà simplement sur ces 4 points-là, il est essentiel d'avoir un bon sommeil. On parlait de ton corps, pourquoi c'est vital pour ton cerveau? Pourquoi les conséquences du manque de sommeil peuvent être finalement aussi négatives pour ton cerveau que pour ton corps? Déjà, là encore, je te mets toutes les études qui attestent des stats que je te donne. Déjà, tu vas te retrouver avec une mémoire qui va être beaucoup moins performante. Elle va être réduite de manière hyper importante puisqu'on parle de moins 40%
moins 40% de capacité de mémorisation des souvenirs. D'accord? Donc clairement, encore une fois, c'est la nuit que tu stockes, que tu compartimentes, que tu mets en mémoire. Bah, si tu dors insuffisamment, forcément, tu ne fais pas le job pleinement. Tu stockeras beaucoup moins que ce que tu es censé stocker. Tu vas également avoir ce qu'on appelle une attention fragmentée. C'est-à-dire que tu vas avoir du mal à te concentrer. Tu vas faire des erreurs. Tu vas avoir un temps de réaction qui va être allongé. Tu vas quelque part avoir l'impression d'être un peu dans le brouillard. Un brouillard cognitif. Donc ça, c'est dû aussi au manque de sommeil. Et puis, du coup, comme tu es dans le brouillard, bah, tu vas avoir tendance à prendre des décisions qui sont moins rationnelles. Tu vas faire des choix plus risqués. Tu vas avoir un jugement qui va être altéré. Tu vas avoir une pensée qui est moins stratégique. Tout ça est forcément complètement lié. Donc l'impact cognitif, il est tout aussi majeur que l'impact sur le corps. On a également un impact émotionnel. Et là, je te mets également une étude qui date de 2007. Étude qui a montré que après une nuit blanche, on a l'amygdale, qui est en fait le centre émotionnel du cerveau, qui est 60% plus réactive aux stimuli négatifs. D'accord? Amygdale, 60% plus réactive aux stimuli négatifs. Ça veut dire quoi tout ça? Ben, ça veut dire que tu vas te retrouver être plus irritable, plus anxieux, tu vas être moins patient, tu vas te faire finalement une montagne de petits événements qui finalement n'en valaient pas le coup. Tu vas réagir de manière excessive à des situations que tu considères comme négatives. Et tu vas du coup te retrouver, in fine, avec un stress qui est amplifié. Tu vas être finalement dans un stress qui s'installe, dans un stress chronique, et, euh, et tu rentres dans un cercle vicieux comme d'habitude, parce que plus de stress, c'est plus de difficultés à t'endormir, parce que quand tu es stressé, tu as tendance à ruminer, tu as tendance à avoir du mal, ton cerveau il est en mode hyperactif, et si tu dors mal, tu as ton amygdale en surchauffe, et tu remets du stress. D'accord? Donc hyper important de se sortir de ce cercle vicieux-là. Et ça passe par la base, qui est de retravailler sur la quantité et la qualité de sommeil. Le rythme circadien. Pour revenir sur ce sujet-là, on en reparlera de manière beaucoup plus détaillée un peu plus tard sur la formation, mais pour comprendre déjà les fondamentaux de tout ça, comprendre ce qu'est le rythme circadien. Le rythme circadien, il va permettre de réguler plusieurs choses. Déjà, il va permettre de réguler ton énergie. Donc si tu as en fonction de ton, pardon, je vais formuler ça différemment. En fonction de ton rythme circadien, on sait que tu vas avoir des moments dans la journée où tu vas être plein d'énergie, des moments dans la journée où tu auras moins d'énergie. L'avantage de savoir ça, c'est que du coup, tu vas pouvoir caler ton activité en fonction de cette énergie. Par exemple, peut-être que pour le travail, quand tu as besoin quand tu as besoin d'être en pleine capacité au niveau cerveau, d'avoir une vraie clarté, une vraie capacité de concentration pour pouvoir faire un travail compliqué. Par exemple, tu souhaites avancer sur un dossier important, faire un travail vraiment profond pendant une heure et demie, eh bien, tu vas plutôt mettre ça au moment où tu as toutes les capacités pour le faire. Et du coup, peut-être que pour toi, avoir toutes les capacités pour faire ce travail-là, ce sera peut-être le matin. Parce que le matin, tu te lèves avec cette énergie qui te permet finalement de travailler de manière hyper profonde sur un dossier. Alors qu'inversement, peut-être que le faire juste après manger, ça va être quelque chose de compliqué parce que après manger, tu sens que tu as une petite baisse d'énergie, un petit creux d'énergie qui va revenir un peu plus tard, mais début d'après-midi, c'est pas ton moment à toi. Et de la même façon, on va avoir des personnes qui peut-être pour une activité physique vont être plus en énergie pour aller faire le sport le matin, alors que d'autres personnes seront incapables d'aller faire une séance de sport le matin, ou tout du moins d'être performants sur une séance de sport le matin, et préféreront faire la séance de sport le soir, parce que se sentent vraiment plus en forme le soir. Encore une fois, on est différent par rapport à ça, on a chacun son rythme biologique,
Et c'est important de le comprendre. Ton rythme circadien, il va réguler, du coup, on le disait aussi, ta capacité à dormir, puisque tu vas te caler avec le jour, tu vas te caler avec la nuit, avec des fenêtres plus ou moins décalées en fonction des personnes, mais le fait de connaître ton rythme circadien, c'est finalement savoir quand tu dois aller te coucher de manière idéale. La question, c'est finalement, c'est quoi la bonne heure pour aller se coucher? En fait, le test qu'il faudrait faire, c'est je sais pas, tu pars dans la nature, tu vas faire du camping, tu pars avec ta tente, enfin ta tente pour coucher, hein, pas ta tente, ta tente. Tu pars dans la nature et puis sans téléphone, sans technologie, tu te laisses juste guider par la nature, par la lumière. Et ben, finalement, tu vas aller te coucher dans ta tente à l'heure où tu te sens fatigué, ou à l'heure où tu sens que, ben voilà, t'es pas distrait par quoi que ce soit, t'as pas un livre à lire, t'as pas une émission à regarder, t'as rien à faire, t'es juste dans la nature, tu sens que t'es fatigué, tu sens que t'as besoin d'aller te coucher, tu vas te coucher. Et peut-être que du coup, tu vas être surpris de découvrir que ton heure normale pour aller te coucher, c'est 21 heures. Alors qu'aujourd'hui, bah, le soir, tu surfes sur ta tablette, tu regardes une émission à la télé, tu regardes une série sur Netflix et tu te retrouves aujourd'hui à te coucher peut-être à 23 heures, 23h30, minuit. Mais juste parce que tu as envie d'avoir ce loisir. Et du coup, en fait, t'es pas vraiment sur ton rythme à toi. Quelque part, si tu te couches à 23 heures alors que ton rythme à toi, c'est de te coucher à 21 heures, bah, quand on parle des cycles de sommeil qu'on a abordé tout à l'heure, tu as perdu un cycle de sommeil. Tu as perdu 1h30 de sommeil avec en plus le sommeil profond hyper réparateur qu'on évoquait tout à l'heure. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu dois, si tu es dans ce cas-là, forcément te coucher à 21 heures tous les jours parce qu'on a tous une vie de famille, on a potentiellement des enfants qu'il faut aller coucher, etc. Et se retrouver dans son lit à dormir à 21 heures, c'est pas forcément évident. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut essayer de respecter ce rythme autant que possible et donc ne pas forcer la nature des choses. Si aujourd'hui tu es fait pour dormir à 21 heures, bah évite de te coucher à 24 heures, à minuit. Peut-être que le bon rythme c'est 22 heures par exemple. Les enfants sont couchés à 21 heures, de 21 heures à 22 heures tu profites un peu en lisant un bon livre par exemple, et puis à 22 heures, tu es apaisé, tu fermes la lumière, tu dors. Et tu vas voir que déjà à 22 heures, jusqu'à minuit, 1 heure du matin, tu vas déjà avoir une belle phase de sommeil profond. Tu vas pouvoir en bénéficier pour vraiment te reposer. Et même si le réveil sonne à 6 heures le lendemain, bah, tu auras fait une vraie nuit de sommeil parce que de 22 heures à 6 heures, ça fait 8 heures. C'est pas rien. Finalement, tu as une belle nuit de sommeil. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose à comprendre aussi. Il faut s'adapter à ton rythme pour pouvoir avoir une belle nuit de sommeil. Ton rythme circadien, il va également agir sur forcément ta notion de satiété, ta notion de faim, puisqu'on a vu que c'était finalement toute une organisation d'un système hormonal. Donc forcément, en fonction de comment tu régules ta nuit et ta journée, bah, tu vas te retrouver peut-être à avoir plus faim que prévu. Ça va réguler également tes hormones. Donc tu vas te retrouver finalement à avoir un état émotionnel différent selon l'heure de la journée. Et puis, ça va réguler ta température. Ta température, elle fluctue. Hein, quand on parle de température à 37 degrés, en fait, si tu regardes ton corps, ta température, que tu la prenais en instantané tout au long de la journée et de la nuit, tu verrais que ta température, en fait, elle n'est jamais à 37 degrés. Elle varie un petit peu en dessous de 37 degrés, un petit peu au-dessus de 37 degrés. Elle va varier peut-être d'1 degré, entre 36,5 et 37,5 tout au long de la journée. Mais elle fluctue. Elle n'est pas vraiment stable, ta température. Ça rejoint la notion qu'on évoquait sur un cours précédent d'homéostasie, où ton corps il fait en sorte de réguler ta température pour qu'elle soit à hauteur de 37, mais elle n'est jamais tout à fait à 37 tout au long de la journée. Un peu en dessous, un peu au-dessus. Et d'ailleurs, la nuit, pour dormir correctement, il faut mieux que la température soit un peu plus basse. Parce qu'une température un peu plus basse, c'est le signe pour le corps qu'il est temps de dormir. Ton corps, s'il est surexcité, qu'il a une température un peu trop élevée, il va avoir du mal à trouver le sommeil. C'est pour ça aussi que quand tu fais
quand tu fais la fête le soir, que tu fais un repas copieux le soir, etc., en fait, la digestion qui va s'opérer, ou l'élimination des toxines, si tu as bu de l'alcool, va augmenter ta température corporelle parce que tu demandes du travail à ton corps. Et du coup, bah, le temps que le travail s'opère, que la température finisse par rediminuer, bah, tu peux te retrouver à avoir du mal à t'endormir tout simplement parce que ton corps, il est au taquet. Il est au taquet. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc on a vraiment des éléments synchronisateurs de ton rythme circadien. Donc la lumière du matin, l'obscurité le soir, ta température corporelle, et puis aussi, finalement, ce que tu donnes à manger à ton repas, à ton corps. Donc les moments de repas, quelle heure tu manges, ce que tu manges, tout ça, ça influe également sur ton rythme circadien. Aujourd'hui, on a plein d'ennemis pour avoir un sommeil de qualité. Et les ennemis, tu en connais. Des ennemis, tu en as tous les jours à ta portée. Certains peut-être contre lesquels tu essayes déjà de lutter. J'en ai cité 4 ici, 4 importants, qui sont pour moi les plus gros fléaux pour avoir aujourd'hui une qualité de sommeil. Le premier ennemi, ce sont les écrans. D'accord? Donc quand je dis écran, c'est téléphone, tablette, ordinateur, télé. La télé, c'est un peu moins important que ceux que j'ai cités précédemment. En fait, le souci qu'on a avec les écrans, c'est que les écrans génèrent ce qu'on appelle une lumière bleue. Et cette lumière bleue, elle supprime jusqu'à 50% la production de mélatonine. Donc la production de mélatonine, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'hormone du sommeil. Donc forcément, si tu te retrouves avec 50% de diminution de ta production de mélatonine, tu vas avoir beaucoup plus de mal à trouver le sommeil. 2 heures d'exposition avant le coucher. Donc tu regardes une série sur ta tablette dans le lit, par exemple, pendant 2 heures. Et ben, tu vas retarder ton endormissement possiblement de 1 à 2 heures. Et tu vas, du coup, puisque tu décales ton entrée dans le sommeil, tu vas réduire, du coup, la qualité de ton sommeil profond. Ça, c'est premier point noir, les écrans. Donc, autant que possible. Je dis pas qu'encore une fois, c'est comme l'histoire de se coucher à 21 heures. C'est pas toujours faisable. Mais autant que possible, essaye déjà de te contraindre à monter, si tu dors à l'étage, dans ta chambre est à l'étage, de monter dans ta chambre sans écran. Donc tu laisses ton téléphone, tu laisses ta tablette à recharger en bas pour les retrouver le matin. Je te rassure, ils seront toujours là. Et tu montes sans. Et à la place de regarder les écrans, eh ben, tu t'ouvres un bon bouquin. Tu vas voir, rien que ça, tu vas voir que tu vas trouver le sommeil beaucoup plus facilement. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'on finisse par piquer du nez en train de lire un livre et puis de se dire, bon, bah, je termine ma page, je ferme le livre et je continuerai demain. Donc, le livre va t'aider carrément à dormir beaucoup plus facilement que les écrans. Donc, dans la mesure du possible, essaye. Alors, je sais que certains, que ce soit pour la communication sur les réseaux, que ce soit pour le travail, terminer un truc qu'on voulait absolument terminer le soir, vont avoir tendance à travailler tardivement. Honnêtement, très mauvaise idée. Deuxième chose, deuxième ennemi, l'alcool. Donc, l'alcool, alors, le côté paradoxal de l'alcool, c'est que il donne l'impression, ça peut donner l'impression qu'on s'endort plus vite. Clairement, tu te prends une bonne murge le soir, si je suis vulgaire, tu peux dormir assez vite derrière. Le problème, c'est que la qualité de ton sommeil est exécrable. Tu as beau t'endormir vite, tu vas remarquer que ta fréquence cardiaque reste hyper élevée, ta température corporelle reste également hyper élevée, et du coup, ton corps ne rentre jamais, ou quasiment pas, en phase de sommeil profond. Et tu vas te retrouver, finalement, et tu peux regarder encore une fois si tu as des outils technologiques qui te permettent de le vérifier, tu vas te retrouver avec une courbe comme ça, descendante, tout au long de la nuit, avec ta fréquence cardiaque et ta température qui diminue, mais tu vas te rendre compte que finalement, pour avoir la bonne température que tu étais censé avoir au début de la nuit, ou la bonne fréquence cardiaque que tu étais censé avoir au début de la nuit,
eh bien, il sera déjà 4 heures ou 5 heures du matin. Et finalement, il ne te reste plus très longtemps pour profiter de ton sommeil. Donc tu vas te retrouver avec un peu de sommeil paradoxal, très peu de sommeil profond, et un sommeil essentiellement léger tout au long de la nuit. Donc clairement, quand tu te lèves le matin, tu as l'impression de ne pas avoir dormi. D'accord? Et pourtant, tu t'es endormi, mais tout de suite. D'accord? Donc ça ne veut rien dire. Encore une fois, il faut vraiment distinguer quantité de sommeil et qualité du sommeil. Là, on est en plein dedans. Troisième facteur, on en parlait tout à l'heure, la caféine. On a expliqué pourquoi tout à l'heure la caféine avec l'adénosine, la molécule d'adénosine, la caféine était gênante pour pouvoir avoir cette pression de sommeil. Comprendre ici que une demi-vie, je parle bien d'une demi-vie de la caféine, c'est 6 heures. D'accord? Donc, quand tu prends un café à 16 heures, tu te fais une petite pause au travail, tu te dis tiens, je vais prendre un petit café à 16 heures et puis je continue à travailler après. Eh bien, à 22 heures, tu as encore 50% de la caféine qui est présente dans ton système. À 4 heures du matin, tu as encore 25% de la caféine. Donc 25% du café que tu t'es envoyé à 16 heures. C'est énorme. Donc quand on a dit tout à l'heure que l'adénosine s'en trouvait bloquée, les récepteurs d'adénosine s'en trouvaient bloqués par la caféine, tu comprends pourquoi ton café qui paraissait anodin finalement à 16 heures, il impacte clairement ton sommeil. D'accord? Et on réagit tous différemment par rapport au café, donc on va éviter de tomber dans les dogmes, mais oui, il y a des personnes, ils vont boire un café l'après-midi, peu importe l'heure, ils savent de toute façon qu'ils seront incapables de trouver le sommeil le soir. Ils le savent, ils l'ont testé, s'ils font ça, ils ont beau se coucher à 21 heures, ils ne trouveront pas le sommeil avant minuit. Il y a des personnes qui, inversement, vont venir dire que le café leur fait rien. Qu'ils peuvent même boire un café le soir après le repas, elles se couchent 1 heure après, elles trouvent le sommeil sans difficulté. Là, on va avoir 2 types de personnes. On va voir les personnes pour qui c'est vrai. Parce que, encore une fois, on ne va pas tomber dans le dogmatisme, on réagit tous différemment. Il y a des personnes qui, effectivement, vont être capables de métaboliser la caféine assez facilement et ne vont pas avoir de difficulté à trouver le sommeil. Et vont avoir un sommeil de qualité derrière. Mais inversement, on va avoir aussi, comme pour l'alcool, des personnes qui s'endorment facilement, qui du coup ont l'impression de ne pas être impactées finalement par la molécule de caféine, comme la molécule d'alcool. Mais en fait, si on regarde dans le détail, leur sommeil va être exécrable. Très peu de sommeil profond, sommeil paradoxal moyen, beaucoup de sommeil léger. Et encore une fois, la qualité du sommeil est primordiale. La quantité n'est pas suffisante. Ça, c'est des choses que tu peux tester. Encore une fois, si tu as des trackers, montres, bagues comme la Oura Ring, tu peux regarder. Alors, c'est une fiabilité bien sûr toute mesurée parce que tu n'es pas en laboratoire avec des vrais outils qui viennent t'appareiller pendant que tu dors. Mais ça donne déjà quand même des bonnes pistes de réflexion. Et tu vas voir comment ton corps réagit en fonction de ce que tu manges, en fonction de ce que tu bois dans la journée. Franchement, c'est perturbant. Pour moi avoir fait ces tests quand j'ai commencé à acheter ces outils technologiques et me rendre compte à quel point la consommation de café ou d'alcool pouvait impacter hyper fortement mon sommeil, eh bien, ça fait réfléchir et ça t'oblige quelque part à changer des réflexes que tu peux avoir au quotidien. Par exemple, moi, de base, je suis plutôt un bon consommateur de café. J'aime bien boire mon café. Je pourrais boire mon café au petit déjeuner. Je pourrais boire, pourquoi pas, un café le matin, un café après la pause repas du midi, pourquoi pas un café à 4 heures. J'évite le soir quand même, mais ça fait déjà 1, 2, 3, 4 cafés dans la journée. Et avec une dernière heure à 16 heures, en faisant ça, je me rends compte finalement que objectivement, ça impacte mon sommeil versus une journée où je prends juste un café dans la matinée, voire pas de café du tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il est intéressant de traquer, de vérifier pour voir comment ça t'impacte toi de ton côté. Et puis,
dernier ennemi, mais ça on en a parlé plusieurs fois déjà, c'est le stress. Le stress chronique. Le stress qui te maintient ton système nerveux en état d'alerte permanent et fait que ton cerveau finalement il débranche jamais et que bah, tu te couches avec un cortisol qui est hyper élevé, alors qu'on a dit tout à l'heure que le cortisol, il devait plutôt être bas le soir et plutôt haut le matin. Bah, tu te couches avec un cortisol hyper élevé, une température corporelle élevée, une fréquence cardiaque élevée, en fait, comme si ton corps, il était en pleine activité encore, et tu dors pas, et tu rumines, et tu as ton cerveau, finalement, comme tu dis, qui débranche jamais. Et ça, c'est aussi compliqué, parce que le stress, faut réussir à trouver les bons outils pour travailler dessus, pour le diminuer, parce que le stress chronique, bah, il te fait entrer dans un cercle vicieux où tu dors moins bien. On a vu tout ce que ça faisait derrière le fait de dormir moins bien. Eh bien, c'est crucial d'aller retravailler sur cet élément pour corriger son sommeil. De combien de temps on a vraiment besoin de dormir? Ça, c'est une vraie question aussi, parce que il y a des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Il y a des personnes qui, inversement, viennent me dire ah ben moi, si je dors moins de 6 heures par nuit, j'ai très bien dormi, j'ai pas besoin de plus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un adulte normal, donc quand je dis adulte, on va prendre la tranche d'âge générale, qui est plutôt entre 18 et 64-65 ans, le besoin, il se situe autour de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. 7 à 9 heures de sommeil. Donc ça veut dire que si le matin, tu te lèves à 6 heures pour aller travailler, bah, faut vraiment que tu dormes à 23 heures grand maximum. Idéalement, 22 ou 21 heures. D'accord? 7 à 9 heures par nuit. D'accord? C'est pas un idéal, c'est vraiment une nécessité. On a vu tout ce que ça apportait précédemment sur les slides précédentes, le fait de dormir en quantité et en qualité. Donc c'est une nécessité vitale pour ton organisme. Si tu dors moins de 6 heures, et ça, toutes les études sur le sujet le montrent, c'est vraiment mettre en danger ta santé sur le long terme. C'est plus 30% de risque de mortalité. D'accord? Simplement parce que tu ne dors pas assez. Pourquoi? Parce que si tu dors pas assez, tu augmentes ton risque de maladie cardiovasculaire, ton risque de diabète de type 2, hein, rappelle-toi, on a parlé de résistance à l'insuline, ton risque du coup d'obésité, c'est cadeau, ça va avec. Ça augmente tes risques, on a vu hein, le nettoyage au niveau de cerveau, ça augmente tes risques de démence, de maladies dégénératives, d'Alzheimer, ça augmente tes risques de dépression, d'anxiété, d'affaiblissement immunitaire, du coup de mortalité prématurée. Et puis, je te parle même pas des accidents potentiels. Hein. Quand tu prends la route pour aller travailler alors que tu es crevé, et là, franchement, je parle de vécu, parce que j'ai vécu des périodes dans ma vie, notamment quand sont arrivés mes jumeaux qui me maintenaient éveillé une bonne partie de la nuit, parce que tu peux me croire, mais quand il faut nourrir deux bébés successivement tout au long de la nuit, bah, tu dors pas beaucoup. Donc quand je me retrouvais le matin à aller prendre la route pour aller travailler avec 1 heure et demie à 2 heures de route, parce qu'à l'époque j'habitais en Picardie du côté d'Amiens et je travaillais sur Paris, donc ça me faisait 1 heure et demie à 2 heures de route. Des jours, franchement, où vraiment je m'endormais sur la route. Je m'endormais sur la route. Donc le risque d'accident, mais il est juste colossal. Le fait de ne pas dormir suffisamment, c'est un risque colossal d'accident. Je te mets ici une petite citation que j'ai lue dans un bouquin de Matthew Walker, qui est un spécialiste du sommeil, qui dit « Il n'existe aucun tissu corporel, aucune fonction cérébrale qui ne bénéficie pas du sommeil, donc, ou qui ne souffre de son absence. Vraiment, tout ton corps, sans exception, a besoin du sommeil pour être à son plein potentiel. » Je reste sur cette idée du combien d'heures. Parce que j'apporte une nuance dans tout ça, c'est que le sommeil varie tout au long de la vie.
Quand on est bébé, donc moins d'1 an, et ça, on le voit tous quand on est parent, les bébés dorment énormément. Alors oui, ils se réveillent la nuit, ils font pas leur nuit, ils pleurent, etc. Mais globalement, sur une journée complète de 24 heures, ils dorment énormément. Un bébé, c'est 12 à 16 heures de sommeil tous les jours. D'accord? On est sur un sommeil qui est dit polyphasique, donc avec plusieurs cycles, et une très grosse proportion de sommeil paradoxal. Pourquoi? Parce que on est vraiment sur la période où le cerveau de l'enfant se développe de manière extrêmement importante. Donc il a besoin de beaucoup de sommeil paradoxal pour pouvoir se développer. Entre, entre 2 et 12 ans, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3 ici, c'est 2 et 12 ans, on diminue un petit peu, on est plutôt à 10 à 12 heures par nuit. D'accord? Donc ton enfant, aujourd'hui mettons, tu vois, moi j'ai 2 enfants aujourd'hui jumeaux qui vont avoir 8 ans. Ils sont pleins dedans. Mon aînée, elle a 12 ans, donc elle est juste à la fin de cette période-là. Eh bien, moi, j'ai besoin de les coucher au plus tard à 9 heures le soir pour qu'ils aient suffisamment de sommeil, pour pouvoir avoir toutes leurs heures de sommeil, pour pouvoir aller à l'école le lendemain en pleine capacité, parce que ces enfants-là ont besoin de 10 à 12 heures de sommeil par nuit. Le sommeil profond est beaucoup plus abondant pour ces enfants-là, parce que là, on est en pleine période de croissance physique, donc le corps est en permanence en train de se réparer pour revenir encore plus fort. C'est ça finalement la croissance, c'est de la destruction, reconstruction qui font que le corps revient plus fort. Donc, et puis, l'école fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup de mémorisation, donc il y a un gros travail qui s'opère pendant la nuit. Les ados, les ados, ils vont dormir un petit peu moins, mais ils vont avoir une tendance couche-tard. Donc là, tout le monde a connu ça avec des ados. Hein, les ados, c'est ça regarde la télé très tard le soir, ou ça joue à la console, ou ça joue sur l'ordinateur. Mais le matin, ça descend pas avant 11 heures pour pouvoir faire le petit déjeuner. D'accord? C'est normal. En fait, dans cette période-là, 13-18 ans, on a un décalage du rythme circadien. D'accord? C'est pas juste l'ado qui est complètement en mode Jean foutiste. C'est vraiment le rythme naturel des ados. Donc ils ont un rythme décalé par rapport au reste de la population. Pourquoi? Parce que la production de mélatonine, donc l'hormone du sommeil, elle est plus tardive sur cette population-là. Juste pour pouvoir le comprendre. D'accord? C'est pas juste les ados qui font ça pour nous embêter. Quand on entre dans l'âge adulte, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, jusqu'à 64 ans, donc on est à 7 à 9 heures de sommeil par nuit, avec du sommeil profond, du sommeil paradoxal, à hauteur de 25-25% à peu près, 50% de sommeil long. Hyper important d'avoir ce sommeil-là pour avoir le plein potentiel de fonctions cognitives, d'avoir une bonne régulation métabolique, émotionnelle, un corps qui se répare, etc. Donc je ne reviens pas sur tout ça on l'a évoqué. La population qu'on qualifie de senior, alors en France on dit senior à partir de 65 ans, donc je garde le terme ici, on dort un tout petit peu moins, on est plus à 7 à 8 heures, donc c'est un tout petit peu moins de sommeil. On a un sommeil qui est plus fragmenté, plus léger, on a un peu moins de sommeil profond également. D'accord? On peut se retrouver du coup avec des réveils nocturnes plus fréquents parce qu'on a un sommeil qui est un peu plus léger. C'est voilà, encore une fois, c'est physiologique. C'est normal. Ça fait partie du cycle de la vie. Passé 65 ans, on a un sommeil qui est plus léger. Ce que tu dois retenir ici, voilà, si on fait un bref résumé de ce premier cours sur le sommeil. On a 2 forces qui contrôlent le sommeil. Donc, la pression de sommeil avec l'accumulation d'adénosine et le rythme circadien qui est ton rythme sur 24 heures qui est régulé par la lumière et la tombée de la nuit. Ton sommeil, il alterne entre deux phases importantes, le sommeil plutôt lent, le sommeil paradoxal. Sommeil plutôt lent qui comporte 3 sous-stades jusqu'au stade de sommeil profond. On a dit sommeil profond qu'on atteignait plutôt
de manière importante en début de nuit. Et puis le sommeil paradoxal qu'on va avoir plutôt en fin de nuit. Donc sommeil profond qui répare, sommeil paradoxal qui permet de gérer les émotions, la créativité, les compétences, etc. Le sommeil profond, plutôt début de nuit. Le sommeil paradoxal, plutôt fin de nuit. Donc en fonction de si tu es un couche-tôt, un lève-tôt, etc., bah forcément, tu ne vas pas optimiser tes cycles de sommeil de la même façon. Pendant la phase de sommeil profond, ton cerveau se nettoie. L'exemple du Karcher que j'évoquais tout à l'heure, on élimine les toxines qui s'accumulent dans le cerveau. Donc hyper important pour éviter les maladies dégénératives. Et le cerveau, je termine sur ça, soutient absolument tout. Ta santé cardiovasculaire, ta santé métabolique, la régulation de ton poids, de ton physique, la capacité de ton corps à être avec une réponse immunitaire importante, ta mémoire, tes capacités d'apprentissage, de créativité, soutient tes émotions, soutient du coup, in fine, ta longévité, parce que si tout travaille correctement, ça impacte ta longévité. Que ce soit ton corps ou ton cerveau, aucune fonction n'échappe à l'influence du sommeil. Encore une fois, je cite plusieurs piliers, toujours dans les fondamentaux, mais pour moi, le pilier le plus important de tous, que ce soit pour ta santé, pour ton physique, pour ta longévité, c'est le sommeil. Tu peux être un peu moins bon sur tous les autres piliers. Le sommeil, c'est vraiment le pilier le plus important de tous. Si tu es bon sur les autres piliers, mais que ton sommeil, il est mauvais, bah finalement, tu feras beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. D'accord? Donc vraiment important d'avoir un sommeil hyper qualitatif. Donc ceci étant dit, ce qu'on va voir dans la suite de cette formation, au-delà de... Alors je vais rentrer sur un peu plus de détails, un peu plus de connaissances, un peu plus de sciences pour vraiment comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le sommeil, mais on va être aussi beaucoup dans la pratique. Finalement, qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce qui fonctionne pour optimiser ton sommeil concrètement si tu es quelqu'un aujourd'hui qui galère pour dormir, pour avoir un sommeil suffisamment qualitatif et réparateur. Donc on verra quelles sont les routines du soir que tu peux mettre en place, qui vont venir préparer ton corps et ton cerveau à l'endormissement. On verra comment tu peux optimiser ce fameux rythme circadien pour que ton corps fonctionne de manière optimale. On verra comment tu peux, au-delà d'avoir une durée de sommeil, comment tu peux maximiser la qualité de ton sommeil et donc avoir plus de sommeil profond. On verra comment les siestes peuvent t'aider à booster ton énergie sans pour autant réduire ta durée de sommeil la nuit. Et puis on verra comment tu peux encore réparer ton sommeil, même si ça fait des années et des années que tu as l'impression d'avoir un sommeil pourri, que tu n'arrives pas à dormir aujourd'hui sans médicaments. Et ben on verra qu'on peut encore faire des choses, on peut encore reprogrammer, reconstruire un sommeil pour qu'il redevienne qualitatif. Donc on va avoir plein de choses, ça va être hyper intéressante. Donc voilà. Déjà, sur ces fondamentaux, cette introduction, comme d'habitude, bah, si tu as des questions qui viennent à l'issue de cette présentation, n'hésite pas, pose-les dans la community comme d'habitude, et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt. Ciao.